Une pauvre fille appelle un taxi pour rentrer chez elle, mais monte par erreur dans la voiture d'un inconnu et se retrouve conduite jusqu'au manoir d'un millionnaire. Lorsqu'il la voit, l'homme est choqué. La pluie tombait sans relâche sur les trottoirs brillants de Lyon, lavant les traces de la journée comme une scène prête à être rejouée. Il était presque 2 heures du matin lorsqu'une dernière cloche tinta dans le petit bistrot du quartier des Brotteaux. Camille Lefebvre, 28 ans, retira son tablier avec un soupir mêlé de fatigue et de frustration. La dispute avec Gérard, le gérant au tempérament explosif, bourdonnait encore dans ses oreilles. Elle avait tenu bon toute la soirée, mais à présent, chaque mot, chaque reproche revenait en boucle comme un refrain toxique. Elle passa la main dans ses cheveux humides de sueur et d'humidité, attrapa son sac et sortit par la porte de service. L'air nocturne lui fouetta le visage, une bouffée froide et grise. La pluie s'était intensifiée, fine et tranchante comme des aiguilles. Camille n'avait ni parapluie, ni manteau digne de ce nom. Elle hésita sous l'auvent, puis sortit, son téléphone craquelé pour ouvrir une application de transport. Il ne lui restait presque rien sur son compte en banque, mais elle avait encore un vieux bon de réduction numérique, retrouvé par hasard dans un email oublié. Elle entra l'adresse de son studio à Saint-Priest, un quartier modeste à la périphérie de la ville. Quelques minutes plus tard, une voiture noire s'annonça sur l'écran. Elle leva les yeux. À travers la buée et les lampadaires jaunâtres, elle aperçut un véhicule foncé qui ralentissait devant l'entrée du restaurant. Aucune autre voiture en vue. Sans réfléchir davantage, elle traversa en courant, esquivant les flaques, et ouvrit la portière arrière. L'intérieur était sombre mais chaud. Un homme au profil net, vêtu d'un costume sombre, était au volant. Il ne se retourna pas, ne prononça pas un mot. Camille s'installa, son sac serré contre elle, un peu surprise par l'absence de salutation. Elle s'éclaircit la gorge. « C'est pour Saint-Priest, c'est bien ça ?» Le conducteur hocha la tête, puis répondit d'une voix basse et impassible. « Le monsieur vous attend. » Camille fronça les sourcils. « Le monsieur ? De quoi parlait-il » Elle s'apprêta à demander des précisions, mais la voiture s'élança déjà, glissant silencieusement sur l'asphalte mouillé. Quelque chose clochait, mais elle était trop épuisée pour analyser. Elle soupira et posa la tête contre la vitre froide. Les rues familières défilèrent, mais rapidement le trajet prit une direction étrange. Ils sortirent du centre-ville, empruntèrent des routes sinueuses, puis montèrent vers les hauteurs. Camille se redressa, de plus en plus nerveuse. Elle ne reconnut plus rien, ni les bâtiments, ni les routes. Elle rouvrit l'application. Aucun signal. Le chauffeur gardait le silence, le regard droit, concentré sur la route. « Excusez-moi, vous pouvez me dire où on va ?» demanda-t-elle. Une note d'inquiétude dans la voix. « Nous y sommes presque », répondit-il simplement. Le cœur de Camille s'accéléra. Elle consulta la poignée de la portière, hésita à demander qu'il s'arrête. Mais où descendrait-elle, ici, au milieu de nulle part, sans réseau, sous cette pluie battante? La voiture franchit un portail en fer forgé qui s'ouvrit automatiquement comme par magie. Elle pénétra dans une longue allée bordée d'arbres sombres jusqu'à atteindre une vaste demeure qui se dessinait dans la pénombre. La voiture s'arrêta devant un escalier en pierre. La pluie s'était calmée, remplacée par un silence feutré. Le conducteur sortit sans un mot, ouvrit la portière pour elle. Camille descendit, les jambes tremblantes. Devant elle se dressait une immense bâtisse de pierre claire, au style ancien, presque irréel. Des vitres hautes, des balcons de fer, forgeaient un perron solennel. La porte s'ouvrit lentement. Un homme apparut, grand et lancé, les traits tirés mais le regard perçant. Il portait une chemise ouverte sous un gilet sombre, comme s'il avait été tiré du sommeil ou d'une attente fiévreuse. Lorsqu'il la vit, il s'immobilisa. Ses yeux se figèrent, incrédules. Sa main, posée sur la poignée, trembla légèrement. Camille sentit un frisson parcourir son dos. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. L'homme ne bougea pas. Son regard restait fixé sur elle, comme s'il avait vu un fantôme surgir de la nuit. La pluie reprit doucement, martelant les pierres autour d'eux. L'instant semblait suspendu, irréel, comme un rêve dont personne ne connaissait encore la fin. Camille resta figée sous l'auvent, ses cheveux ruisselants collés à son visage, le regard toujours captif de celui de l'homme qui venait d'ouvrir la porte. Il n'avait pas bougé d'un centimètre depuis qu'il l'avait aperçu, comme si le temps s'était figé autour de lui. Puis, d'un geste brusque mais contenu,
Il fit signe au chauffeur de partir. La voiture noire recula lentement et disparut dans l'obscurité. Camille, de plus en plus troublée, lança un regard derrière elle, puis à l'homme qui la fixait toujours. « Excusez-moi, je crois qu'il y a eu une erreur. Je ne devais pas venir ici. Je crois que je suis montée dans la mauvaise voiture, » dit-elle d'une voix incertaine. L'homme cligna des yeux, sortit de sa torpeur. Il s'écarta légèrement de l'entrée et prononça d'une voix calme, mais tendue. « Entrez. » Il pleut. Elle hésita, ses chaussures trempées s'enfonçant dans les joints de pierre de l'escalier. Le bon sens hurlait de fuir, mais quelque chose dans l'expression de cet inconnu la retenait. Une douleur, une confusion profonde. Peut-être même une forme d'espoir tragique. Elle franchit prudemment le seuil. L'intérieur était à l'opposé de ce qu'elle avait imaginé. Pas de luxe ostentatoire, pas de dorures étincelantes. La pièce d'entrée était vaste, décorée avec sobriété. Tapis anciens, quelques meubles en bois massif, des tableaux discrets au ton sombre. Une lampe à abat-jour diffusait une lumière chaude et tamisée. L'atmosphère, quoique imposante, était étrangement apaisante. « Attendez ici, dit-il simplement. Je reviens. » Il disparut par un couloir sur la droite. Camille resta debout, les bras croisés sur sa poitrine, observant les lieux. Un feu crépitait doucement dans une cheminée un peu plus loin. L'odeur du bois humide et de la cire d'abeille flottait dans l'air. Quelques minutes plus tard, l'homme revint avec une serviette épaisse et une tasse fumante. Du thé. Et « Je suis désolé, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. » Elle accepta les deux objets sans un mot, s'asseyant prudemment sur le bord d'un canapé. Ses doigts entourèrent la tasse brûlante, le contact lui redonnant un semblant de contrôle. « Merci. Comment saviez-vous que j'arrivais » demanda-t-elle en relevant les yeux vers lui. « Je ne le savais pas. C'est ça le problème, » répondit-il en s'asseyant dans un fauteuil en face d'elle. Le silence s'installa. Camille l'observa plus attentivement. Il devait avoir une trentaine d'années, peut-être un peu plus. Les cheveux bruns légèrement en bataille, une barbe de quelques jours, les yeux sombres et profonds. Il dégageait une intelligence froide, mais aussi une lassitude palpable. « Je m'appelle Camille, » dit-elle enfin pour briser le malaise. Il inclina légèrement la tête. « Adrien Morel. » Elle cligna des yeux. Le nom lui disait quelque chose. Un souvenir diffus, un article peut-être. Elle fit rapidement le lien. « Le fondateur de Morel Systems, la société de technologie médicale ?» Il ne répondit pas. Son regard s'assombrit légèrement. « Oui, » souffla-t-il après un moment. « Un milliardaire, dans une maison sur une colline. Et elle, serveuse perdue, trempée et confuse, dans son salon. » Tout cela devenait de plus en plus surréaliste. « Écoutez, je suis vraiment désolé. J'ai cru monter dans le véhicule que j'avais commandé, mais ce n'était visiblement pas le bon. Je vais appeler un autre taxi, » dit-elle en fouillant dans son sac. « Il n'y a pas de réseau ici. La propriété est isolée. Il faudra attendre demain matin, » répondit-il, presque à contre-cœur. Elle se figea. Dormir ici? Chez un inconnu? Mais en même temps, que pouvait-elle faire d'autre? Elle n'allait pas marcher sous la pluie toute la nuit à travers les bois. Elle poussa un soupir résigné. « D'accord, mais je dors sur ce canapé. Pas question de quoi que ce soit d'étrange, » précisa-t-elle avec un demi-sourire de défi. « Vous pouvez dormir dans la chambre d'amis. Le canapé est inconfortable. Le canapé ira très bien. » Il ne répondit pas. Il se leva, se dirigea vers la cheminée, y ajouta une bûche. Le feu crépita plus vivement. Il resta un moment, les mains croisées derrière le dos, perdu dans ses pensées. Camille le regardait en silence. Il y avait quelque chose dans sa posture, une tension contenue, comme un homme au bord de quelque chose d'immense. Puis, sans se retourner, il dit doucement « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. » Camille sentit son estomac se nouer. « Qui ?» Il se tourna alors lentement et ses yeux la transpercèrent. « À ma sœur. » Le silence qui suivit cette révélation fut si dense que Camille en sentit la pression dans sa poitrine. Adrien ne détourna pas le regard. Il semblait sonder son visage, chaque trait, chaque nuance, comme pour confirmer une hypothèse impossible. Elle, incapable de répondre, fixait la tasse vide entre ses mains. Après quelques instants, il s'éloigna de la cheminée sans un mot et disparut à nouveau dans le couloir. Camille resta là, figée, le cœur battant à tout rompre. Elle se leva doucement, observant autour d'elle avec plus d'attention.
La pièce principale, sobre mais imposante, s'ouvrait sur une salle à manger séparée par une arche de pierre. Des livres anciens occupèrent des étagères massives et des tableaux de paysages couvraient les murs. Elle avança à pas lents vers l'une des fenêtres, mais les rideaux étaient tirés. L'orage semblait s'être calmé, laissant place à un silence presque inquiétant. Elle n'avait pas encore accepté ce qui lui arrivait. Elle s'était seulement assise dans un taxi, et la voilà maintenant au cœur d'un mystère dans un manoir isolé, confrontée à un homme dont la douleur était aussi présente que l'ombre des chandeliers accrochés au mur. Adrien revint quelques minutes plus tard, plus calme, les manches de sa chemise retroussées, les cheveux un peu plus en désordre. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Si vous préférez, je peux vous montrer votre chambre pour la nuit. Vous y serez plus à l'aise. » Camille acquiesça silencieusement. Elle le suivit hors du salon, à travers un long couloir aux tapis épais dont les murs étaient décorés de portraits anciens. Le manoir semblait immense, chaque porte donnant sur un nouvel espace. Une bibliothèque, une salle de musique, une verrière noyée dans l'obscurité. Ils montèrent un large escalier en bois sculpté. Camille ne pouvait s'empêcher de tout détailler du regard. L'architecture avait quelque chose de renaissance, presque intemporel. Ils arrivèrent à un couloir à l'étage supérieur. Adrien ouvrit une porte et s'écarta pour la laisser entrer. « Vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la chambre en face est la mienne. »« Merci, » murmura-t-elle. Il referma doucement la porte. La chambre était sobre mais chaleureuse, avec un lit large, une armoire ancienne, un fauteuil et une petite table près d'une fenêtre. Des draps propres, une couverture pliée. Camille posa son sac sur la chaise et s'approcha du miroir au-dessus de la commode. Elle se regarda. Ses cheveux humides, ses joues pâles, ses yeux écarquillés. Et pourtant, il y avait autre chose. Dans son reflet, quelque chose de déplacé, un écho d'inconnu. Elle passa la nuit à se retourner dans le lit, incapable de trouver le sommeil. Le silence du manoir, ponctué par le craquement du bois, par la pluie lointaine, nourrissait son agitation. Vers 5 heures du matin, elle se leva, enfila un pull trouvé dans un tiroir et sortit de la chambre. Elle descendit sans bruit, guidée par la lumière naissante qui filtrait à travers les vitraux. De retour au rez-de-chaussée, elle poussa une porte laissée entr'ouverte. C'était une sorte de petit salon privé, avec des photos encadrées sur une commode. Elle s'approcha, curieuse, des visages inconnus, un homme et une femme d'une 50aine d'années, souriant, puis un jeune garçon, Adrien sans doute, plus jeune de plusieurs décennies. Et puis, une autre photo. Camille s'arrêta net. Une jeune femme. Elle avait une 20aine d'années, des cheveux châtains tirés en arrière, un visage fin, un regard direct. Vêtue à l'ancienne, comme dans les années 90. Mais ce n'était pas ça qui figeait Camille. C'était elle, ou plutôt une version d'elle figée dans le temps, identique. Elle sentit ses jambes faiblir. Elle s'agrippa au rebord du meuble. Le cœur tambourinait si fort qu'elle crut défaillir. Qui était cette femme? Pourquoi lui ressemblait-elle tant? Une voix surgit derrière elle. « Tu l'as vue ?» Elle se retourna d'un bond. Adrien se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtu d'un peignoir sombre. Ses yeux étaient cernés mais fixes, comme ceux d'un homme qui n'avait pas dormi. Il s'approcha lentement. Elle s'appelait Sophie. C'était ma sœur. Camille voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il s'approcha de la photo, la regarda longuement. Elle a disparu il y a 20 ans. Puis, tournant lentement les yeux vers Camille, il ajouta d'une voix presque brisée, « Et toi, tu es son portrait vivant. » Camille sentit son souffle se bloquer. Les mots d'Adrien résonnèrent dans la pièce comme une accusation ou une révélation interdite. Elle recula d'un pas, toujours fixée sur cette photo qu'elle n'arrivait pas à quitter des yeux. Sophie Morel. Ce nom, inconnu, jusqu'à cette nuit, s'imposait désormais dans son esprit avec la force d'une évidence troublante. Elle savait sans pouvoir l'expliquer qu'il y avait là plus qu'une simple ressemblance. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Adrien hocha lentement la tête, le regard grave. « Je ne te demande pas de comprendre. Pas encore. Mais regarde-toi. Tu es le miroir exact d'elle. Les mêmes yeux, la même bouche. Même la façon dont tu tiens cette tasse, c'est exactement ce qu'elle faisait. » Camille, toujours sous le choc,
reposa la tasse comme si elle tenait une relique sacrée. Elle passa les doigts sur la photo, puis se retourna vers lui. « Vous pensez que je suis qui? Une sosie? Une actrice engagée pour quelque chose de tordu? Je suis juste une serveuse, monsieur Morel. Je ne sais rien de cette Sophie. Tu crois que je ne sais pas à quel point ça paraît absurde ?» s'interrompit-il, la voix serrée. « Mais tu dois comprendre, Sophie a disparu quand elle avait 24 ans, sans trace. Et puis, 20 ans plus tard, tu entres ici par erreur dans cette maison. Tu crois au hasard de ce genre, toi ?» Camille ne répondit pas. Une partie d'elle voulait rire, nier, s'échapper de cette maison, de ce cauchemar bien trop réel. Mais une autre restait clouée là, paralysée par quelque chose d'irrationnel, une sensation sourde, familière. Adrien la guida doucement vers un canapé comme on mène quelqu'un qui titube. Il s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il semblait prêt à se décharger d'un poids longtemps gardé. Quand Sophie a disparu, j'avais 17 ans. J'étais là, ce jour-là. Elle devait me retrouver pour déjeuner. Elle n'est jamais venue. Les heures ont passé, les jours. La police a fait tout ce qu'elle pouvait. Les recherches ont duré des mois. Aucune trace, aucun indice. C'était comme si elle s'était volatilisée. Camille l'écoutait sans l'interrompre. La douleur dans sa voix était authentique, brute. Elle se demandait combien de fois il avait raconté cette histoire et à qui. « Mes parents ne s'en sont jamais remis, poursuivit-il. Mon père est mort d'un cancer quelques années plus tard. Ma mère, elle a sombré dans une sorte de torpeur. Elle vivait entre les souvenirs et l'attente. Et moi, j'ai tout fait pour oublier. J'ai travaillé, bâti mon entreprise, laissé les souvenirs s'effacer. Jusqu'à ce soir. » Camille croisa les bras, frissonnant. « Mais pourquoi moi? Pourquoi cette ressemblance? Je veux dire, il y a des gens dans le monde qui se ressemblent. Ce n'est pas si rare. » « Non, dit-il en secouant la tête, pas comme ça, pas à ce point. Ce n'est pas une simple ressemblance, c'est troublant, presque génétique. » Un long silence suivit. Le feu dans la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs. Adrien se leva, se dirigea vers une armoire basse et en sortit un classeur épais. Il le posa sur la table devant Camille. Ce sont les archives de la disparition, les coupures de journaux, les rapports de police, les photos, tout ce que j'ai conservé au cas où. Tu devrais les voir. Elle ouvrit lentement le dossier. Les premières pages étaient jaunies, un titre en lettres grasses, « Disparition mystérieuse de Sophie Morel, fille d'un industriel lyonnais ». En dessous, une photo identique à celle du salon. Camille sentit sa gorge se nouer. Les yeux de Sophie semblaient la fixer à travers les années. « Vous pensez quoi exactement? Que je pourrais être une parente, une sœur cachée, une enfant perdue ?» souffla-t-elle. « Je ne pense rien encore, mais il faut savoir. Je ne peux pas te laisser partir sans comprendre. » Elle referma le classeur d'un coup sec. Trop d'informations, trop d'émotions. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta près de la fenêtre. « Je ne sais rien de tout ça. Mes parents sont morts. Je n'ai pas de famille. Je suis né à Clermont-Ferrand. Du moins, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je n'ai jamais questionné mes origines. » Adrien se leva à son tour. « Tu serais prête à chercher, à savoir la vérité ?» Elle le fixa. Le doute, la peur et une curiosité brûlante se mêlaient en elle. Elle n'avait rien demandé de tout ça. Mais maintenant qu'elle avait vu cette photo, qu'elle avait entendu cette histoire, le doute ne la quitterait plus. Elle hocha la tête lentement. « D'accord, mais à mes conditions. » Le manoir s'était assoupi sous le poids des révélations, comme si ces murs anciens retenaient leur souffle. Camille, malgré le tumulte intérieur, avait fini par accepter la chambre d'amis que lui proposait Adrien. Mais l'idée de dormir lui semblait étrangère. À peine la porte refermée derrière elle, elle s'assit sur le lit, le regard fixé sur ses chaussures encore humides. L'image de la photo de cette femme, Sophie, hantait son esprit. Elle avait besoin de comprendre davantage, de vérifier, par elle-même. Poussée par une impulsion qu'elle ne contrôlait pas tout à fait, elle se leva, ouvrit doucement la porte et sortit à pas de loup dans le couloir plongé dans l'obscurité. Le silence régnait, à peine troublé par les craquements discrets du bois ou le souffle du vent. Elle descendit les marches une à une en retenant son souffle. Elle savait exactement où elle voulait aller, à la pièce du fond où Adrien avait mentionné que se trouvaient des photos et des objets familiaux. Mais en chemin,
Un détail attira son attention. Au détour d'un autre couloir, plus étroit, elle aperçut une lumière faible filtrant sous une porte entr'ouverte. Intriguée, elle s'approcha. Ce n'était pas une salle comme les autres, mais une petite bibliothèque visiblement moins utilisée. L'odeur de papier ancien flottait dans l'air. Elle entra, silencieuse. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de livres reliés. Mais au centre, un meuble bas exposait plusieurs cadres photos, certains posés, d'autres accrochés. L'éclairage doux venait d'une lampe de bureau restée allumée. Camille s'approcha, et son regard fut attiré immédiatement vers l'un des cadres au mur en particulier. C'était une photo en noir et blanc, encadrée dans un bois ancien. Une femme d'une vingtaine d'années, debout dans un jardin, les mains croisées devant elle. Le visage détendu, le regard direct vers l'objectif. Camille sentit son sang se figer. Ce n'était pas une simple ressemblance. C'était elle, elle-même dans une version intemporelle. La même expression, les mêmes pommettes, la même bouche, même la posture, les yeux. Un vertige la prit. Elle s'agrippa à la commode voisine pour ne pas chanceler. Ses pensées s'éparpillèrent, fuyant toute logique. Comment cela pouvait-il être possible? Était-ce un montage? Un tour cruel? Elle fit un pas en arrière, l'estomac noué. Une voix douce mais ferme brisa le silence derrière elle. « Tu l'as trouvé. » Camille se retourna brusquement. Adrien se tenait à l'entrée de la pièce, vêtu cette fois d'un simple t-shirt gris et d'un pantalon de coton. Il ne semblait ni surpris ni fâché, seulement préparé. « Je ne voulais pas fouiller, » balbutia-t-elle. « Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis descendue. Et cette photo, tu n'as rien à justifier. Je savais que tu finirais par la voir. Elle est là depuis toujours. » Il entra dans la pièce, s'approcha lentement, les yeux fixés sur le cadre. Elle a été prise en 1998, quelques mois avant sa disparition. C'était un été chaud, je me souviens encore du jour exact. Camille resta immobile. « Et tu trouves normal que je sois identique à elle? » Non, rien dans tout ça n'est normal, mais je ne crois pas aux coïncidences, pas quand elle crie aussi fort. Elle se détourna, le cœur battant à tout rompre. « Je ne suis pas Sophie, Adrien. Je sais, mais tu es lié à elle. Je le sens, tu ne peux pas être là par hasard. » Elle s'approcha du cadre, tendit la main pour le décrocher, mais hésita. Elle avait peur de ce que ce visage figé représentait. Une vie volée? Une vérité qu'on lui avait cachée? Ou un mensonge bien plus ancien? « Tu as dit que tes parents étaient morts ?» demanda Adrien doucement. « Oui, ma mère adoptive est morte quand j'avais 18 ans. Je n'ai jamais connu mon père. Elle disait qu'il était parti avant ma naissance. Je ne me suis jamais posé de questions. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, mais j'ai déménagé à Lyon il y a 6 ans. » Adrien l'observait attentivement. « Et tu n'as jamais vu de photo de toi, bébé? De ta naissance? » « Une ou deux. Une photo floue d'un nourrisson. C'est tout. Rien d'autre. Pas de livret de famille. Pas d'acte de naissance officiel. Juste une vieille copie. Jamais rien n'a semblé étrange, jusqu'à maintenant. » Il s'approcha d'elle, posant une main légère sur le dossier d'une chaise. « Je veux que tu restes ici quelques jours, juste le temps qu'on comprenne. On fera ça à deux. Pas de pression, pas d'obligation, juste découvrir ensemble ce que cela veut dire. » Camille le regarda longuement. Ses yeux étaient sincères, fatigués, mais sans menace. Tout en lui parlait de douleur et d'un besoin désespéré de comprendre. Elle inspira profondément. « D'accord. Mais si à la fin, tout ça n'est qu'une illusion, je pars. Sans retour. » Adrien acquiesça. « Deal. » Elle jeta un dernier regard à la photo au mur. Un pressentiment la traversa, froid et profond. Ce visage allait la suivre, désormais, partout. Le jour suivant se leva sur la propriété avec une lumière pâle et humide, filtrée par un ciel couvert. Camille se réveilla tôt, le sommeil ayant été aussi bref qu'agité. Elle resta un moment allongée, observant le plafond de la chambre, d'amis, les pensées encore embrouillées par les images de la veille. La photo, le regard d'Adrien, le feu crépitant. Tout semblait irréel, et pourtant, chaque détail était resté gravé avec une précision glaçante. Après s'être changée, elle descendit dans la cuisine, guidée par l'odeur du café fraîchement passé. Adrien était là, assis à la table de chêne, une pile de documents devant lui et un ordinateur ouvert. Il leva les yeux à son approche. « Bien dormi ?» demanda-t-il avec une politesse fragile. « Pas vraiment », admit-elle en s'asseyant.
Il lui servit une tasse sans un mot de plus. Le silence s'installa, ponctué seulement par les cliquetis discrets du clavier. Puis, d'une voix presque détachée, Adrien lança « J'ai contacté un laboratoire spécialisé à Grenoble. On peut faire un test ADN discret. Il viendra chercher l'échantillon demain matin. » Camille resta immobile, les mains autour de la tasse chaude. L'idée de se soumettre à une analyse génétique l'effrayait, mais refuser serait fuir une vérité qui, de toute façon, la poursuivrait. Elle hocha la tête. « D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Une simple prise de salive, indolore, et on aura les résultats en 3 jours. 3 jours, une éternité. Camille prit une gorgée de café, essayant de dissimuler l'angoisse qui la rongeait. Après le petit déjeuner, Adrien lui proposa de visiter le manoir plus en profondeur. Elle accepta, curieuse de découvrir ce lieu qu'elle habitait sans vraiment connaître. Ils passèrent par la serre, puis une salle fermée à clé, un ancien bureau de leur père, où Adrien n'entrait jamais. Puis ils atteignirent un couloir secondaire, au bout duquel une porte étroite donnait sur une pièce modeste. « C'était sa chambre », dit Adrien en s'arrêtant devant. Camille resta sur le seuil. La chambre de Sophie. Rien n'avait changé, semblait-il. Un lit simple, une coiffeuse, des rideaux épais, des livres empilés, des objets personnels, des journaux intimes. L'atmosphère était figée, comme si elle devait revenir à tout moment. Elle entra lentement, effleurant les meubles, regardant chaque détail. Sur la table de nuit, une boîte à bijoux en bois verni. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un médaillon en argent. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit une minuscule photo d'enfance. 2 enfants, un garçon et une fille, souriant. Adrien et Sophie, sans doute. Elle me lisait des histoires avant de dormir, murmura Adrien derrière elle. Elle était brillante, douce, un peu distante parfois. Mais elle m'adorait. Je le sais. Et puis un jour, elle a disparu. Camille reposa le médaillon avec délicatesse. « Tu crois qu'elle est morte ? J'ai cru pendant des années. Et puis tu es apparu. » Ils restèrent là un long moment, entourés du passé suspendu. Plus tard dans la journée, Camille demanda à Adrien s'il avait des documents de famille. Ils retournèrent au bureau où il sortit une vieille malle contenant des papiers administratifs. Camille fouilla les documents avec méthode. Actes de naissance, photos, lettres. Puis, un dossier attira son attention. Elle l'ouvrit et découvrit des copies du dossier de l'enquête sur la disparition de Sophie. Parmi les pièces, une note manuscrite du détective privé engagé par la famille à l'époque. Elle lut à voix haute. Aucune piste sérieuse. Une jeune femme correspondant à la description a été vue à Clermont-Ferrand 1 semaine après la disparition, mais rien de concluant. Elle s'arrêta glacée. « C'est là que j'ai grandi. Tu crois que c'est une coïncidence ?» Adrien ne répondit pas tout de suite. « J'ai arrêté de croire aux coïncidences depuis... Here !» Plus tard, seule dans sa chambre, Camille se regarda longuement dans le miroir. Elle scrutait ses traits comme si elle cherchait à reconnaître quelqu'un d'autre. Et soudain, un souvenir flou surgit. Un visage. Une femme aux cheveux roux. Un berceau. Une berceuse fredonnait dans une langue qu'elle n'avait jamais comprise. Elle ferma les yeux. Un bruit de porte qui claque. Des pas précipités. Une couverture bleue. Rien de clair. Mais c'était là. Enfoui depuis toujours. Elle se laissa tomber sur le lit, le souffle court. Le passé ne la fuyait plus. Il revenait. Et elle n'était pas prête. Le matin suivant arriva avec un ciel d'un gris uniforme. Camille descendit plus tard que d'habitude, épuisée par les images confuses qui l'avaient tenue éveillée presque toute la nuit. En entrant dans la cuisine, elle trouva Adrien assis, les coudes sur la table, un regard préoccupé fixé sur l'écran de son ordinateur. Il leva les yeux dès qu'elle entra. « Ils arrivent dans 1 heure », annonça-t-il sans préambule. Camille hocha la tête, tentant de cacher l'inquiétude qui remontait dans sa gorge. Le test ADN. En théorie, une simple formalité. En réalité, le moment où les illusions risquèrent de se briser. Après un petit déjeuner silencieux, le technicien arriva. Un homme discret, vêtu simplement, muni d'une petite mallette. La procédure fut rapide. Un frottis buccal, 2 minutes d'explication, puis il repartit en promettant un retour des résultats sous 72 heures. Le silence qui suivit son départ était presque pesant. Adrien proposa alors une idée que Camille n'attendait pas. « Jean, ici, en attendant, on cherchait. Tu as grandi à Clermont-Ferrand. Si elle a été vue là-bas, on pourrait peut-être retrouver quelque chose. » « Tu veux dire enquêter ?»
Comme dans un film, demanda-t-elle, mi-sérieuse, mi-amusée. Comme dans une vie qu'on tente de comprendre, répondit-il, plus grave. Ils passèrent la journée à rassembler ce qu'ils pouvaient. Camille fouilla dans son vieux sac à dos, en ressortit un portefeuille usé où traînaient encore des cartes périmées, de vieilles photos d'identité et un carnet d'adresses qu'elle avait depuis le lycée. Aucun nom familier ne semblait lié à cette autre vie. Mais une adresse écrite à l'encre bleue attira son attention. « Rue des Tilleuls, numéro 14 », murmura-t-elle. Adrien reconnut l'adresse. C'est dans le quartier nord de Clermont. C'est là qu'une piste avait été signalée à l'époque. Camille sentit une chair de poule se former sur ses bras. Tout semblait converger. Ils décidèrent de partir le lendemain matin. Adrien appela son assistant pour annuler ses engagements. Camille, de son côté, ne pouvait s'empêcher de penser que chaque pas les rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas certaine de vouloir découvrir. Le trajet jusqu'à Clermont-Ferrand se fit en silence. Les paysages défilaient à travers la vitre sans qu'elle en retienne les contours. Lorsqu'ils arrivèrent, elle eut l'impression de retrouver une ville étrangère. Les souvenirs étaient flous, presque irréels. Pourtant, chaque rue évoquait un écho, un murmure lointain. Ils trouvèrent la rue des Tilleuls facilement, un quartier populaire, calme. Le numéro 14 était une petite maison mitoyenne, façade beige, volets verts. Camille descendit de la voiture lentement, comme attirée malgré elle. Elle s'approcha de la porte, l'effleura du bout des doigts. « J'ai déjà vu cette poignée », souffla-t-elle. Adrien la suivait de près. Ils sonnèrent. Personne ne répondit. Une voisine les observa depuis sa fenêtre. Adrien s'en approcha. Expliqua poliment qu'il cherchait des informations sur les anciens habitants de la maison. La femme, âgée, ridée par le temps, ouvrit doucement sa porte. La dame qui vivait là, oui, je m'en souviens bien, une femme discrète, toujours seule. Elle disait que sa fille était malade, qu'elle ne sortait jamais. Puis un jour, elles ont disparu, comme ça, en 1999, je crois, ou 2000, je ne sais plus trop. Camille sentit ses jambes faiblir. « Elle était rousse ?» demanda-t-elle. « Oui, oui, de beaux cheveux roux, toujours bien coiffée, un peu étrange mais gentille. » Adrien posa une autre question, mais Camille n'écoutait plus. Elle regardait la fenêtre à l'étage de la maison. Une silhouette lui revint. Elle, petite fille, regardant par cette même fenêtre. Une lampe à lumière jaune, une boîte à musique, une voix fredonnant une mélodie oubliée. Ils remercièrent à la voisine, quittèrent la rue à pas lents. Le soir tombait. Adrien, au volant, lui lançait de brefs regards. « Tu te souviens de cette maison ?»« Je crois que oui, » répondit-elle, la voix tremblante. « Ou du moins, mon corps s'en souvient. » De retour à Lyon, le manoir semblait plus familier, presque rassurant. La nuit s'installa lentement, enveloppant les souvenirs, les doutes, les frissons. Camille resta éveillée longtemps, relisant les documents trouvés dans la malle, et elle comprit, pour la première fois, qu'elle voulait vraiment savoir. Pas pour Adrien, pas pour Sophie, pour elle, pour cette petite fille dans la maison de la rue des Tilleuls qui n'avait jamais su à qui elle appartenait. Le 3e jour arriva, et avec lui, une tension presque insoutenable. Camille avait passé la matinée à faire les 100 pas dans la bibliothèque, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Adrien, de son côté, était étrangement calme, comme s'il s'était préparé à toutes les éventualités. Lorsque le téléphone sonna peu après 14 heures, les deux se figèrent. Adrien décrocha, échangea quelques mots brefs, avec une voix à l'autre bout de la ligne, puis raccrocha lentement. Il resta un moment silencieux, le combiné encore dans la main. Camille, les poings serrés, attendait, le cœur battant à tout rompre. « Alors, » murmura-t-elle. Il leva les yeux vers elle. « Tu es ma sœur. » Le mot flotta un instant dans l'air, comme suspendu dans une autre dimension. Camille recula d'un pas, puis s'assit sur le fauteuil le plus proche. Elle sentit une chaleur étrange monter dans son corps, suivie d'un froid glacial. Elle avait cru être préparée. Elle ne l'était pas. Pas la sœur de Sophie, précisa Adrien doucement. Ma sœur. Mes parents, ce sont aussi les tiens. Elle leva les yeux vers lui, choquée. Quoi? Il s'approcha, sortit le dossier, des résultats, qu'il lui tendit. Elle lut les premières lignes, les mots scientifiques dansaient sous ses yeux. Mais la conclusion était limpide, lien de parenté de 1er degré. Camille Lefebvre et Adrien Morel partagent les mêmes parents biologiques. Adrien s'assit en face d'elle, les mains croisées.
Tu n'es pas la fille de Sophie, tu et sa sœur cadette, disparue quand tu étais bébé. 10 mois, à peine. Camille resta un long moment sans voix. Puis une question s'imposa. Disparue comment? Enlevée. Devant la maison. C'était un matin d'automne. Tu étais dans la poussette, avec maman. Elle est entrée chercher une couverture, à peine 1 minute. Quand elle est sortie, tu n'étais plus là. Ils ont retourné le quartier, la ville. Rien, pas un témoin, pas un indice. Tu t'étais évaporé. Camille sentit une pression monter dans sa poitrine. Elle avait envie de pleurer, de crier, de rire, tout à la fois. Elle se leva, marcha de long en large dans la pièce. Ma mère... Enfin, la femme qui m'a élevée, elle n'a jamais parlé d'adoption. Jamais. Elle disait que mon père était parti. Elle prétendait que j'étais né chez elle, mais il n'y a jamais eu de certificat, jamais de trace. Parce que c'était illégal, répondit Adrien. Elle t'a enlevé et t'a caché toute ta vie. Camille se laissa tomber sur le canapé, l'esprit envahi de souvenirs fragmentés. La maison de Clermont, les rideaux violets, les murs toujours fermés. Elle comprenait enfin cette sensation d'étrangeté qu'elle avait toujours eue sans jamais savoir nommer. « Tu sais qui elle était ?» demanda-t-elle soudain. « Pas encore, mais on va le découvrir. Maintenant qu'on sait qui tu es, on peut remonter le fil. » Le reste de la journée se déroula comme dans un rêve. Adrien contacta ses avocats, mit en route des recherches. Camille, elle, oscillait entre euphorie et abattement. Elle passait d'un sentiment de perte à un émerveillement brut. Elle n'était plus seule. Elle avait une histoire, une origine, un frère. Le soir venu, ils s'assirent près du feu. Adrien avait ouvert une bouteille de vin qu'il versa dans 2 verres sans cérémonie. Ils trinquèrent en silence. « Tu sais, dit-il, maman t'appelait la petite étoile. Elle disait que tu étais arrivé comme une lumière après des années de peine. Ton absence l'a détruite. Elle est morte sans jamais cesser de te chercher. » Camille baissa les yeux. Les larmes qu'elle retenait depuis le matin glissèrent enfin sur ses joues. Elle ne répondit rien. Adrien posa doucement une main sur la sienne. « Tu es revenu, et c'est tout ce qui compte maintenant. » La révélation de la veille pesait encore dans chaque pièce du manoir. Les murs semblaient écouter, comme s'ils reconnaissaient enfin la voix d'une enfant perdue. Camille se leva ce matin-là avec un poids nouveau sur les épaules. Elle savait maintenant qui elle était, ou du moins elle en connaissait les contours. Assise devant une pile de dossiers que Adrien avait fait venir, elle fouillait les archives avec une attention minutieuse. La disparition, les coupures de journaux, les lettres de désespoir de ses parents biologiques. Elle lisait chaque mot, comme si elle cherchait à combler les années manquantes de sa vie. Une photo d'elle bébé, prise quelques jours avant son enlèvement, la bouleversa. Elle s'y reconnaissait immédiatement. La même fossette sur la joue gauche, le même regard curieux. Elle caressa la photo du bout des doigts, émue par la tendresse que le cliché exhalait. « Je me demande comment j'ai pu oublier tout ça, souffla-t-elle à Adrien, assis en face d'elle. Tu étais trop jeune. Dis-moi, le cerveau efface ou enterre, mais parfois les souvenirs refont surface quand on les appelle. » Camille ferma les yeux. Et comme si ces mots avaient agi comme une clé, des images floues surgirent. Une femme aux cheveux roux, des éclats de voix, une peluche abîmée qu'elle n'avait pas vue depuis l'enfance. Un tapis vert, une mélodie sifflée. Elle ouvrit les yeux, bouleversée. Je crois que je me souviens d'elle. La femme qui m'a élevée. Elle n'était pas cruelle, mais il y avait quelque chose de triste en elle, quelque chose de toujours inquiet. Elle t'a enlevé, Camille, dit Adrien avec douceur. Peu importe ses intentions, elle a détruit notre famille. Et pourtant, elle m'a nourri, aimé, protégé. Adrien hocha la tête. Il comprenait la complexité du lien. On a retrouvé son nom, dit-il en tendant un document. Elle s'appelait Madeleine Arnaud. Elle a été employée ici, femme de chambre, renvoyée en 1998 pour comportement étrange. Camille lut le rapport. Une note ajoutée à la main signalait un attachement excessif à la petite dernière. Cela lui glaça le sang. « Tu crois qu'elle m'a enlevé pour me garder comme sa fille ? Je crois qu'elle était déséquilibrée et qu'elle a vu en toi un substitut. Peut-être à Sophie, peut-être à une douleur qu'on ne connaîtra jamais. » Ils décidèrent de retourner à Clermont-Ferrand. Adrien contacta un ancien inspecteur en retraite qui avait mené les premières investigations.
L'homme, aujourd'hui âgé, les reçut dans une maison modeste à la sortie de la ville. Son visage s'éclaira en les voyant. « Je n'aurais jamais cru vous revoir pour ce dossier, » dit-il en serrant la main d'Adrien. « Ni vous rencontrer, mademoiselle. » Ils passèrent des heures à discuter. L'homme leur montra de vieux croquis, des notes d'interrogatoire, des indices qui, à l'époque, avaient semblé insignifiants. Un témoin avait vu une femme quitter le quartier Morel avec un landau, mais personne ne l'avait cru. Trop peu précis, pas de preuves. Le dossier a été refermé faute d'éléments, expliqua-t-il. Mais aujourd'hui, avec votre témoignage, avec ce test ADN, c'est une autre histoire. Camille remercia le vieil homme. Sur le chemin du retour, elle s'appuya contre la vitre de la voiture, les yeux perdus dans les nuages. C'est comme si ma vie entière était un puzzle et qu'on venait de retrouver la pièce centrale, murmura-t-elle. Adrien, au volant, gardait les yeux sur la route. Et il reste encore des pièces à découvrir. Mais maintenant, on les cherche, ensemble. De retour au manoir, Camille alla dans la chambre de Sophie. Elle s'assit sur le lit, ferma les yeux et laissa venir les images. Cette fois, elles étaient plus nettes. Un bruit de moteur, une voiture beige, une voix qui chantait. Un ours, en peluche déchirée. Elle comprenait enfin ce qui avait été caché. Elle se leva, ouvrit le tiroir de la table de nuit. Au fond, un cahier, non pas à Sophie, mais appartenant à leur mère. Des notes, des lettres non envoyées, des prières, et une ligne écrite 100 fois sur une page. « Reviens-nous, petite étoile ». Camille caressa les mots avec une tendresse infinie. Elle ne se sentait plus étrangère. Elle ne se sentait plus perdue. Elle était revenue. La chambre était silencieuse, baignée d'une lumière douce de fin d'après-midi. Camille relisait encore et encore la phrase griffonnée dans le cahier « Reviens-nous, petite étoile ». C'était plus qu'un appel. C'était une blessure ouverte dans l'âme d'une mère, un écho d'amour et de désespoir mêlés. Elle ferma le cahier avec soin, le tenant contre sa poitrine et quitta la pièce en silence. Dans le salon, Adrien examinait un autre dossier qu'il avait retrouvé dans les archives de la maison. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux et vit tout de suite l'émotion sur son visage. Il n'eut pas besoin de poser de questions. « C'est elle qui l'a écrit », murmura Camille. « Notre mère. Elle m'appelait comme ça. La petite étoile. » Adrien hocha la tête, les yeux humides. « C'était ton surnom depuis ta naissance. Elle disait que tu brillais même en dormant. » Camille s'assit près de lui. Pendant un long moment, ils restèrent là, en silence, partageant un poids qu'ils ne savaient plus comment porter seuls. Puis, Adrien parla. « J'ai appelé une ancienne amie de la famille. C'était une des rares personnes qui connaissait bien Madeleine Arnaud, la femme qui t'a enlevé. Elle a accepté de nous rencontrer. » Camille acquiesça sans hésiter. Chaque pas vers cette vérité était un pas vers elle-même. Ils retrouvèrent la femme dans un petit café du Vieux-Lyon. Elle s'appelait Edith, et malgré ses 70 ans passés, son regard restait vif et lucide. Dès que Camille entra, elle pâlit légèrement. « Mon Dieu, murmura-t-elle, tu es son portrait craché. » Camille s'assit face à elle. Adrien se tenait à ses côtés, observant attentivement. « Vous connaissiez Madeleine Arnaud ?» demanda-t-elle. « Oui. Elle travaillait ici, dans une maison voisine. Elle venait souvent me parler après son renvoi des Morel. Elle n'a jamais supporté cette mise à l'écart. Elle était fragile, instable, mais je ne l'aurais jamais cru capable de quelque chose d'aussi grave. » Edith fouilla dans son sac et en sortit une vieille photo. Madeleine souriante avec un bébé dans les bras. Camille sentit un vertige. C'était elle, petite, dans les bras de celle qu'elle avait toujours appelée maman. Elle disait que tu étais sa nièce, qu'elle t'avait recueillie après une tragédie familiale. Mais son histoire changeait chaque fois. J'ai fini par m'éloigner. « Est-ce que vous savez où elle est enterrée ?» demanda Camille, la voix serrée. « Au cimetière de Clermont-Ferrand. Je peux vous y conduire. » Le lendemain, ils firent le trajet jusqu'à la tombe. Le ciel était couvert, le vent léger. Camille s'agenouilla devant la pierre simple sans photo, avec une inscription minimaliste. Madeleine Arnaud, 1949-2013. Elle resta là longtemps, les doigts posés sur la pierre froide. « Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, murmura-t-elle. Peut-être parce que tu étais seule, peut-être parce que tu étais brisée, mais malgré tout, merci pour m'avoir nourri, pour m'avoir protégé, même dans le mensonge. » Adrien resta en arrière,
respectant ce moment intime. Il savait que ce n'était pas le pardon qu'elle offrait, mais la compréhension d'un passé trop complexe pour être jugé à la hâte. De retour à Lyon, Camille décida de fouiller les affaires de Madeleine qu'elle avait conservado. Une vieille valise au fond de son placard contenait des carnets, des lettres, des documents. Parmi eux, une feuille jaunie attira son attention. Un certificat d'adoption daté de 1999, mais sans cachet officiel. Une falsification, une tentative de légitimer l'illégitime. Mais ce n'était pas tout. Dans un carnet, Camille trouva des pages entières consacrées à Sophie. Des poèmes, des descriptions, des phrases obsessionnelles. Elle est là, lumière. Je l'ai perdue. Et enfin une page où le nom de Camille apparaissait. Elle a cru me recréer, souffla-t-elle, en me faisant vivre comme sa fille perdue. Adrien lut les mots par-dessus son épaule. Il comprenait maintenant ce qu'ils avaient ignoré trop longtemps. Madeleine n'avait pas seulement enlevé Camille, elle avait tenté de recréer Sophie à travers elle, dans un cycle de douleurs et de fantasmes inachevés. Le puzzle, enfin, avait toutes ses pièces. Camille se leva, ferma le carnet et regarda Adrien. « Maintenant, je veux vivre. Pas survivre à ce passé. Vivre vraiment. » Il hocha la tête. « Et tu n'as plus à le faire seul. » Le manoir semblait plus lumineux, malgré le ciel toujours gris au dehors. Depuis le retour de Camille de Clermont-Ferrand, une transformation subtile s'était opérée. Les silences pesants avaient donné place à des conversations calmes. Les doutes s'étaient installés avec une dignité nouvelle, et entre elle et Adrien, un lien véritable commençait à se tisser. Mais malgré la paix relative, quelque chose persistait, comme une ombre à la périphérie de la vérité. Camille le sentait. L'histoire n'était pas encore complète. Adrien, de son côté, ne restait pas inactif. Il avait chargé son équipe juridique de reconstituer le parcours de Madeleine Arnaud après son renvoi des Morel. Ce qu'ils découvrirent ne fit qu'alimenter à perplexidad de ambos. Elle avait changé d'identité à un moment, annonça-t-il en consultant les documents. Un faux nom, une adresse fictive, des papiers modifiés, tout a été orchestré avec soin. C'était une opération pensée, pas un acte impulsif. « Tu veux dire qu'elle a planifié l'enlèvement ?» demanda Camille, abasourdie. Pire, elle n'était pas seule. Un nom apparaissait dans plusieurs documents. Bernard Tissot, un ancien employé de la maison Morel, renvoyé en même temps. Que Madeleine. Lui aussi avait disparu des radars à l'époque. Personne ne s'en était soucié, trop focalisé sur la disparition de l'enfant. Il a aidé Madeleine. Il conduisait. C'est lui qu'on a vu avec la poussette, d'après le témoin. Interrogé en 1999, Adrien prit un ton plus grave. Et il est toujours en vie. On l'a localisé. Camille sentit un frisson la parcourir. 25 ans de silence. Et maintenant, ce nom ressurgissait. « Je veux lui parler, dit-elle d'un ton ferme. » Ils organisèrent la rencontre dans une maison de retraite de la région. Bernard Tissot, désormais âgé, vivait seul, souffrant de perte de mémoire légère mais encore lucide. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle commune, il les observa un long moment avant de prendre la parole. « Tu es la petite, » murmura-t-il, en regardant Camille. « Je suis Camille, dit-elle, ou peut-être Sophie, ou peut-être personne, mais je veux comprendre. » Bernard regarda autour de lui, comme s'il cherchait les mots dans l'air. « Madeleine, elle m'a dit que tu étais en danger, que tes parents ne te méritaient pas, qu'ils étaient violents. Elle m'a convaincu, j'étais faible, perdu, je l'aimais, je crois. Elle m'a fait croire qu'on faisait ce qu'il fallait. Mais ce n'était pas vrai, coupa Adrien. Mes parents t'ont fait du mal. À toi, à elle? Non, souffla Bernard. Ils étaient bons, je le sais maintenant. Mais elle ne supportait pas l'idée d'être rejetée. Elle s'était attachée à Sophie d'une façon étrange. Et quand elle a été renvoyée, c'est comme si elle avait perdu un enfant. Alors elle a décidé de te reconstruire. Camille le fixait, glacé. « Tu veux dire que je suis devenue une sorte de substitut ?» Oui, elle t'appelait ma Sophie. Même bébé, elle te parlait comme à une adulte. C'était déroutant. J'ai voulu fuir un jour, mais elle a menacé de se faire du mal. Alors je suis resté, jusqu'à ce qu'elle parte avec toi. Il se tut un long moment. Puis, d'une voix brisée, « Je suis désolé, je n'ai jamais eu le courage de la dénoncer. » Camille ne répondit pas. Elle sentait en elle une douleur sourde, mais pas de colère. Pas maintenant. La vérité, aussi perverse qu'elle fut, était enfin complète.
Madeleine n'était pas une simple ravisseuse. Elle était une femme brisée, hantée, qui avait projeté son propre désespoir sur une enfant innocente. Sur le chemin du retour, Camille garda les yeux fixés sur le paysage. Le vent faisait danser les arbres. Le ciel semblait plus clair. « Tu es libre maintenant, dit Adrien. »« Oui, libre et en paix. » Mais elle savait aussi qu'une page venait de se tourner. Une page sombre, marquée par l'obsession, le mensonge et la perte. Et devant elle, enfin, un avenir pouvait s'écrire. Les jours qui suivirent la rencontre avec Bernard Tissot furent étrangement calmes, comme si l'air même du manoir s'était purifié. Le vent soufflait toujours sur les collines autour de la propriété. Mais à l'intérieur, Camille et Adrien entamèrent quelque chose de nouveau. Pas une fuite, pas une enquête, mais une vie. Camille avait décidé de rester, pas seulement pour comprendre son passé, mais pour construire son présent. Et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi, par erreur, les grilles de cette maison, elle ne se sentait plus étrangère. Elle appartenait à quelque chose. Adrien, d'abord réservé, laissait désormais entrevoir un autre visage, celui d'un frère protecteur, parfois maladroit, mais profondément sincère. Ils passaient du temps à discuter dans le jardin, à cuisiner ensemble, à découvrir les souvenirs de leur enfance fragmentée. Un album photo oublié, une cassette audio, une lettre jamais ouverte. Chaque objet devenait un pont entre deux existences autrefois parallèles. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse, Adrien proposa quelque chose d'inattendu. « Tu voudrais travailler avec moi ?» Camille haussa un sourcil, surprise. « Dans la société ? Tu veux dire dans la technologie médicale ? » « Pas exactement. La Fondation Morel. On a un programme d'aide à la réinsertion pour les jeunes en situation difficile. Tu pourrais y apporter beaucoup. Ton histoire, ton regard. Ce serait précieux. » Elle réfléchit un moment. Elle avait toujours été serveuse, habituée à vivre au jour le jour. Mais une voix intérieure lui disait que c'était là, maintenant, que sa vie commençait vraiment. « J'aimerais essayer, » répondit-elle. Les jours suivants furent dédiés à cette transition. Adrien lui fit rencontrer l'équipe de la Fondation, des hommes et femmes engagés, passionnés. Camille, au départ réservée, trouva vite sa place. Elle comprenait ces jeunes. Elle avait été comme eux, perdue, sans repère, sans savoir qui elle était. Elle animait des ateliers, écoutait, partageait. Les histoires qu'elle entendait, bien que différentes, résonnaient avec la sienne. Elle ne cherchait pas à se poser en modèle. Elle était simplement là, présente. Parallèlement, elle aménagea une partie du manoir pour elle. Une aile de la maison, autrefois fermée, devint son espace personnel. Elle la redécora à sa manière. Couleurs chaudes, plantes, photos nouvelles. C'était sa façon de dire « je reste ». Adrien, de son côté, observait cette transformation avec une admiration discrète. Il avait longtemps vécu seul, enfermé dans sa douleur. La présence de Camille, imprévue et bouleversante, avait rouvert en lui des portes qu'il croyait scellées à jamais. Un matin, alors qu'il passait près de la bibliothèque, il l'entendit rire. Un rire clair, léger. Il s'arrêta, ému. Il n'avait pas entendu de rire comme celui-là dans cette maison depuis des décennies. Ils partagèrent aussi leurs blessures. Adrien parla de la nuit où Sophie avait disparu, de la culpabilité, de l'impuissance. Camille lui confia ses souvenirs d'enfance, les silences étranges, les interdictions sans sens, la peur constante de décevoir celle qu'elle croyait être sa mère. Ensemble, ils reconstruisaient un récit commun. Mais la plus grande preuve de cette reconstruction vint un dimanche, alors qu'ils visitaient la tombe de leurs parents. Adrien se tenait en silence tandis que Camille déposait une fleur blanche. « Je suis revenue, murmura-t-elle. Je ne savais pas que je vous cherchais. Mais j'étais en route vers vous depuis toujours. » De retour à la maison, ils prirent une photo ensemble, devant la cheminée. Camille y apparut rayonnante, détendue. Adrien souriait. C'était une image simple, sans mise en scène. Mais elle contenait en elle l'essence de tout ce qu'ils avaient traversé. Une famille retrouvée, un passé éclairci et une paix enfin possible. Le printemps s'installait lentement sur les hauteurs de Lyon. Les arbres autour du manoir renaissaient. Les bourgeons s'ouvraient timidement, comme si la nature elle-même célébrait la fin d'un long hiver silencieux. Camille observait. Tout cela depuis la verrière, un carnet sur les genoux, un stylo dans la main. Elle écrivait. Non pas un journal intime, mais une sorte de mémoire.
pour elle, pour les autres, pour ne jamais oublier. Cela faisait maintenant plusieurs mois qu'elle vivait là, et chaque jour consolidait un peu plus ce sentiment étrange, mais profond d'appartenance. Ce lieu qu'elle avait abordé dans la confusion et la peur était devenu son foyer. Elle travaillait désormais à plein temps avec la Fondation Morel. Sa mission, accompagner des jeunes femmes en situation précaire, en foyer ou sorties de milieux instables. Elle écoutait leurs récits avec une empathie rare. Elle voyait en elle une force tranquille. Non pas parce qu'elle se prétendait guérie, mais parce qu'elle osait parler de ce qu'elle avait traversé. Adrien, fidèle à lui-même, continuait à diriger l'entreprise familiale, mais ses priorités avaient changé. Il déléguait plus, passait davantage de temps avec Camille et s'impliquait directement dans les projets sociaux qu'elle portait. Leur lien n'était plus une découverte incertaine, mais une certitude douce. Frères et sœurs, enfin réunis. Un soir, alors qu'ils terminaient un dossier ensemble, Adrien lui tendit une enveloppe. « C'est pour toi. Une reconnaissance légale. Tu portes désormais le nom de nos parents. » Camille resta un moment immobile, puis ouvrit lentement le document. Son cœur battait fort. Camille Morel. 2 mots, mais un monde entier. Elle sourit, les yeux brillants. « Merci. Pas seulement pour ça, pour tout. » Il lui prit la main, la serra doucement. « C'est toi qui as ramené la lumière ici, pas moi. » La Fondation avait aussi lancé une nouvelle initiative, un programme de soutien aux enfants victimes d'adoptions illégales. Camille en était l'ambassadrice. Sa voix, autrefois invisible, portait maintenant dans des conférences, des séminaires, des médias. Elle racontait son histoire non pas pour choquer, mais pour éclairer, pour prévenir. Elle avait même été invitée à l'Assemblée nationale, où elle prononça un discours émouvant sur l'identité, le droit à la vérité et la résilience. Les applaudissements qu'elle reçut ce jour-là ne furent pas ceux d'une célébrité, mais d'une femme debout digne entière. Au manoir, la vie suivait son cours. Camille organisait souvent des dîners avec les jeunes de la Fondation, les accueillant comme une grande sœur, une guide. Elle avait réaménagé la vieille serre avec eux, transformée en jardin partagé. Là, entre les tomates et les herbes aromatiques, elle racontait des histoires et écoutait beaucoup. Mais c'est un après-midi particulier qui marqua le vrai tournant. Alors qu'elle arrosait des plantes avec 2 adolescentes, l'une d'elles demanda, presque timidement, « Et si tu n'avais jamais pris ce mauvais taxi, tu crois que tu serais ici aujourd'hui ?» Camille sourit. « Non, mais je pense que j'étais en route vers ici depuis toujours. Ce taxi n'était pas une erreur, c'était un raccourci. » Elle leva les yeux vers le ciel limpide. Les nuages passaient doucement, portés par une brise légère. Elle pensa à Sophie, à Madeleine, à ses parents biologiques, à cette vie volée puis rendue, et surtout à celle qu'elle avait enfin choisi de construire. Camille Morel n'était plus une inconnue à elle-même. Elle était une étoile retrouvée, et désormais elle brillait pour les autres.